Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite le sommaire. C'est un chronogramme qui fait grand bruit dans la capitale, le chronogramme élaboré par la CENI et proposant la date du 28 juillet pour la tenue des législatives n'est pas du goût de tout le monde, notamment au sein de la classe politique. Le rejet de ce chronogramme par l'opposition républicaine contraste avec la caution de la mouvance présidentielle. Les précisions à suivre dans ce journal. Faut-il parler d'une arnaque ou d'une pratique malsaine? Rien moins sûr. En tout cas, certains passagers de taxi ou de bus payeraient plus qu'ils ne le devaient. La faute doit-on à des conducteurs véreux qui inventent sans scrupule des tronçons imaginaires à cet effet? Explications et illustrations dans cette édition. Et puis un tournoi de football placé sous le signe de la paix vient de s'achever dans la commune de Ratoma, organisé par la FEMOPIP, Fédération des mouvements pour la préservation des idéaux du peuple. La finale de ce tournoi a mis aux prises le FC Test Africa et le FC Alain de Nongo. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Mais d'abord, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a regagné Conakry cet après-midi. Le président de la République vient de prendre part au 39e sommet du G8 qui s'est tenu cette année à Locarno en Irlande. Un rendez-vous annuel qui réunit les chefs d'État et de gouvernement les plus riches de la planète. À sa descente d'avion, professeur Alpha Condé a été accueilli à l'aéroport international de Conakry-Bessia par les membres du gouvernement et les représentants des institutions nationales et internationales. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé ce mardi une cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran, une initiative des imams de la commune de Matoto en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. L'objectif de la démarche est de sensibiliser les Guinéens sur la nécessité de cultiver l'esprit de paix et de quiétude dans l'intérêt supérieur de la nation. Fanta Conté. Le secrétariat général aux affaires religieuses et les imams de Matoto s'emploient dans le processus de réconciliation nationale. Ils étaient réunis ce mardi pour une cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran en faveur de la paix et la réconciliation nationale. Dans leur sermon, ces imams ont sensibilisé les citoyens sur la nécessité de cultiver l'esprit de paix et de quiétude sociale. La démarche vise à amener les Guinéens à s'accepter au-delà notamment de leur appartenance politique, ethnique ou religieuse. Nous, on n'a pas de fusil, on n'a pas de canon, on n'a pas de bazooka. Mais notre chapelet et les personnes qu'on a, quand on est avec l'arrête, il va s'arrêter. Donc voilà pourquoi le directeur a préféré sortir, rencontrer les imams, leur dire que travaillons. On n'a pas de salaire. Le salaire, c'est Dieu. Et le salaire, c'est le paradis. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Nous venons au bien d'ouvrir le cœur aux uns aux autres. Accepter la voix de Dieu. La voix de Dieu qui dit la paix. C'est le Premier ministre chef du gouvernement en compagnie du secrétaire général aux affaires religieuses qui a présidé cette cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran. Mohamed Saïd Fofana a salué l'initiative tout en invitant les autres imams à en faire de même. Nous sommes satisfaits vraiment de ce que nous avons vu ici. Alors dans le message du chef de l'État que je leur ai transmis, j'ai loué cette initiative, j'ai exhorté les autres à s'inspirer de leur exemple, à prôner la paix partout où ils sont. Et j'ai dit en fait, pour un imam, ce qui compte, c'est la paix, l'unité nationale et l'entente. C'est là le travail qu'ils doivent faire. Alors, je leur ai demandé de ne pas se fatiguer, d'exhorter les Guinéens à se rapprocher, les cœurs à se rapprocher, que chacun œuvre pour cette paix. Moyennant cela, la Guinée sera heureuse. Le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler le rôle combien important que jouent les religieux dans le processus de réconciliation nationale et l'instauration d'un climat apaisé en Guinée. Politique, c'est un projet de chronogramme de la discorde. Au lendemain de sa publication par la CENI, les réactions politiques ne se sont pas fait attendre comme il fallait s'y attendre. Mouvance, j'allais dire, et opposition ne sont pas sur la même longueur d'onde. La première apprécie la démarche de la CENI alors que la seconde rejette en bloc le chronogramme de l'institution. Les détails dans ce compte rendu de Mamadi Kamisoko.
Le 28 juillet, c'est la date de la CENI soumise pour approbation aux différents acteurs du dialogue politique interguinéen. Un projet de chronogramme établi et qui fait grand bruit à Conakry. S'il est rejeté en bloc par les principaux leaders de l'opposition, la démarche de la CENI de prendre en compte les conclusions du dialogue récent est appréciée par la mouvance présidentielle. La CENI n'a fait que transmettre au groupe politique via le facilitateur le chronogramme. Les deux groupes, chacun a une vision. Le premier ne voulait même pas déplacer le 30 juin, c'est la mouvance présidentielle. Le second veut aller jusqu'à 2015 ou fin 2014 pour les élections couplées. Et comme des alternatives pour le bien-être des Guinéens concourent à finir avec cette tradition, je pense que le chronogramme est réaliste, il est responsable, il peut être mis en œuvre si nous, les acteurs politiques, nous mettons de côté nos visions. L'opposition républicaine reproche au nouveau chronogramme d'avoir des positions floues sur la réouverture des CARL, notamment dans le volet mobilisation des ressources financières. Une inquiétude à laquelle le camp présidentiel trouve une réponse. On ne peut pas réouvrir les CARL si l'opposition qui réclame sa participation aux élections avec des conditionnalités ne dépose pas les listes. Au dialogue, on a dit que c'est les partis politiques candidats qui seront membres des CARL. Si tu n'es pas membre des CARL, tu ne peux pas ouvrir un débat sur les CARL. La première étape du chronogramme, c'est le dépôt des listes de candidature. Après le dépôt, la CENI va rouvrir les CARL en fonction des premières listes déposées et des nouvelles listes déposées pour définir la représentation de chaque groupe politique au CARL. Le secrétaire général de l'UDG plaide aussi pour l'ouverture d'esprit des acteurs politiques pour la tenue des élections législatives. Nous demandons à chacun et tous. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans opposition, sans mouvance. Qu'on se tienne la main, qu'on est ensemble, qu'on sorte de nos calculs lointains pour les intérêts. C'est le peuple qui donne la voix, c'est le peuple qui élit l'homme. Lundi, c'est la CENI elle-même qui était sortie de son silence pour rappeler à la classe politique que son chronogramme n'était qu'une proposition, donc quitte aux acteurs de l'entériner ou non avec le facilitateur. Dans le registre des réactions politiques toujours, le BOC, bloc de l'opposition constructive, estime de son côté que l'acte posé par la CENI n'est qu'une recommandation du dialogue. De ce fait, le BOC invite les acteurs politiques à la bonne foi. Je vous propose d'écouter Dr Ibrahima Sori Diallo, coordinateur du BOC, au micro de Mamadi Kamisoko. Ce chronogramme n'est qu'une proposition qui a été adressée au facilitateur. C'est-à-dire le facilitateur devait à leur tour convoquer encore tous les acteurs concernés que nous sommes pour s'asseoir, discuter de la faisabilité. Pour nous, l'opposition radicale devait bel et bien préciser en train de faire des spéculations. Parce qu'à partir du moment que le facilitateur ne s'est pas prononcé sur ce chronogramme, parce que c'est à lui de dire au peuple de Guinée ce qui est arrêté, ce qui est validé, ce qui est confirmé. Parce que c'est lui qui est venu en tant que médiateur international pour nous situer dans ce cadre de dialogue et dans ce processus. Si les uns et les autres se lèvent et partent vite en besoin, nous allons leur demander de mettre la balle à terre parce que ce n'est plus un parti politique qui prend la décision, c'est le cadre du dialogue qui doit décider. C'est que le cadre du dialogue décidera et c'est ce qui va être pris en compte. Ce n'est pas à un groupe ou à un individu politique de prendre une décision pouvant nous pousser à un recul. Et puis, on l'a appris ce soir, Cellou Dalein Diallo ne se présentera plus au tribunal de première instance de Dixine pour diffamation par voie de presse à l'encontre de Malick Sankan. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a décidé de retirer sa plainte contre le leader de l'UFDG. Le plaignant veut, dit-il, préserver la paix et la quiétude sociale. L'avocat de Malick Sankan vient de l'annoncer. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction a visité ce mardi certains chantiers immobiliers relevant de son département. C'est le cas notamment de Weli Kakimbo. Objectif de la démarche, s'enquérir de l'état d'exécution des travaux et vérifier la conformité des normes de construction de ces chantiers. Alpha Oumar Bari était sur le pas du ministre.
Première étape de cette tournée du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction, le grand complexe immobilier Weili Kakimbo, un projet né d'un partenariat public-privé dans lequel l'État s'est associé à des investisseurs privés basés à Hong Kong. Dans ce partenariat, l'État apporte la terre comme contribution au programme d'investissement, un vaste programme de promotion immobilière de très haut standing dont la réalisation est prévue en 3 phases. La première porte sur un ensemble d'immeubles de 2 tours de 50 appartements de luxe chacun avec un coût estimé à 50 millions de dollars américains. C'est un projet sur 3 phases. Donc le premier, c'est 2 immeubles de 25 étages destinés à l'habitation, 100 appartements, une zone de commune qui contient des gymnasiums, des saunas, des salles de jeu, les salles de conférence, et les piscines et les restaurants. Donc après, il se sera suivi par une deuxième phase qui sera une zone industrielle administrative, donc des immeubles pour usage de bureaux commerciaux. Et une troisième phase pour une zone d'habitation de haut standing. Donc les premières phases tendues sur 3 ans. Donc nous sommes maintenant presque à la fin de la première année. Qui sera 2 immeubles de 25 étages avec 3 étages souterrains de parking qui va être terminé et prêt à utilisation vers la fin 2015. Selon l'administrateur du groupe Castor en charge de l'exécution des travaux de ce complexe immobilier, plus de 300 employés guinéens y travaillent à temps plein, ce qui leur permet à coup sûr de gagner leur vie. On emploie plus de 300 Guinéens aujourd'hui à temps plein et ils sont payés. L'investissement que nous sommes en train de faire, ça va inciter beaucoup d'autres investisseurs à venir en Guinée parce qu'ils sauront qu'il y a la confiance. Les travaux de cette première phase sont exécutés à hauteur de 15% et seront achevés en 2015, ce qui satisfait le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction. Ce que j'ai vu ici, par rapport à mon premier passage, je vous dis que c'est un bond très très gigantesque qui a été fait. Au moment où j'étais venu ici, je me disais eux-mêmes, est-ce qu'ils sont dans la capacité de réaliser ça? Ça fait une ouverture, non seulement pour les autres investisseurs, mais également pour ceux-là qui aujourd'hui, imaginez, à l'heure qu'il fait, ils ont au moins quelque chose de 150 tonnes qui sont stockées ici, de ciment. Ça fait un débouché pour les cimenteries. 300 tonnes vont arriver aujourd'hui. Et on ne va pas se limiter là. Ça, c'est un premier impact. Parce que sur le plan commercial, ça incite les gens à produire beaucoup plus qu'il ne faut. Il ne faut pas dire que je n'ai pas de métier. Ici, tu peux venir sans rien connaître et sortir avec un métier. Mais en tout cas, c'est des choses qui nous émerveillent. Deuxième étape de la tournée, le chantier hôtelier Palma à Kipé, un hôtel 5 étoiles avec 283 chambres avec un délai d'exécution fixé au premier trimestre de 2015. Troisième et dernière étape, la ferme de Kipé convoitée et par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction, mais aussi par celui de la Culture. Les kiosques multiservices fabriqués par le Fonds national d'insertion des jeunes tardent à être opérationnels. Et pourtant, ils sont installés depuis plusieurs mois. Alors, qu'est-il advenu de ces kiosques? Élément de réponse dans ce reportage de Billy Nankouman Kondé. Construits et installés pour faciliter l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes, les kiosques multiservices ne sont toujours pas fonctionnels. Le Fonds national d'insertion des jeunes FONIJ, porteur de 10 projets, dégage toute responsabilité dans le retard pour sa mise en œuvre. Le département, à travers le FONIJ, a accompli sa part de mission, a accompli sa part de devoir, et les kiosques ont été entretenus, placés. Nous avons attiré l'attention plusieurs fois de notre partenaire sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ce projet par la mise à disposition des kits qui devaient servir, qui devaient être utilisés dans ces kiosques. De mettre la mise de ces équipes à la disposition des jeunes, mais très malheureusement jusqu'aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup d'amertume que rien n'a été fait. Selon des sources, c'est l'entreprise Proxicom, partenaire technique et financier du FONIJ, qui serait la cause du retard. Joints au téléphone, les responsables de cette structure ont préféré pour l'heure se contenter de l'explication du FONIJ. Nous n'avons pas de suite favorable en tant que propriétaire de ces kiosques. Nous serons obligés, au lieu que les kiosques continuent à être caillassés, au lieu qu'ils continuent à être abîmés, endommagés, nous serons obligés de retirer les kiosques du circuit et les mettre au point jusqu'à ce que nous-mêmes nous donnons les moyens
d'établir un nouveau programme, un nouveau projet dans lequel ce kiosque va servir. Pendant ce temps, les 300 jeunes formés en marketing, en réseau de distribution et de vente restent toujours au chômage. Cette situation devrait interpeller le gouvernement qui a inscrit l'emploi des jeunes au cœur de ses préoccupations. Autre facette de l'actualité politique, le président du GPT a retrouvé ce mardi sa terre natale après un séjour au pays de l'oncle Sam. Il a été accueilli à l'aéroport international de Conakry-Bessia par les militants et sympathisants ainsi que les responsables du parti. Il s'est aussi félicité de l'accord trouvé entre le pouvoir et l'opposition. Reportage El Hadj Oumar Bari. Après un long séjour du côté des États-Unis dans un cadre privé, Dr Ibrahima Kassori Fofana a posé ses valises ce mardi à Conakry. Il a été accueilli triomphalement par les militants et sympathisants ainsi que les responsables du parti GPT. De l'aéroport en passant par la transversale de Bambeto, partout les militants ont manifesté leur joie, celle de retrouver leur leader. De l'aéroport, il a été conduit au stade de Nongo. Ici, comme vous le constatez, c'est la réjouissance. Des délégations qui sont venues de partout pour magnifier leur soutien à Dr Kassori Fofana. Très content, on a vu que vraiment on est derrière quelqu'un qui peut faire l'avenir de la Guinée. On est derrière quelqu'un qui peut régler la situation de la jeunesse, des femmes, des vieux, des sages. Kassori Mouama Faté Wama. Les Guinéens, Kassori fait quoi les Guinéens a fait parce que Mengen de Nara. Les Guinéens m'ont manière d'arranger. De son côté, le président du GPT n'a pas caché sa satisfaction. Dr Kassori Fofana s'est félicité de l'aboutissement du dialogue politique qui a donné naissance à un consensus entre la mouvance et l'opposition. Je voudrais me réjouir des conclusions de ce dialogue en termes de concours fixés pour déterminer les meilleures conditions de transparence pour nos élections. Mes félicitations vont à l'opposition républicaine pour sa détermination à instaurer la démocratie en Guinée. Les félicitations vont tout aussi au gouvernement pour sa compréhension à ouvrir les portes du dialogue et rendre possible celui-ci. Toutefois, il a demandé à la CENI d'être réaliste sur le choix de la date des législatives. Je voudrais lancer un appel à la Commission nationale CENI indépendante de prendre la mesure de ses responsabilités pour éviter de replonger notre pays dans un tel drame. Qu'on parle du 29 juillet comme date d'élection législative, ça ne semble ni possible ni réaliste. Ce retour au pays du leader du GPT est le signe que Dr Kassori Fofana entend jouer sa partition sur l'échiquier politique guinéen. C'est une astuce qui pourrait bien s'apparenter à une véritable arnaque, un phénomène qui semble avoir pion sur rue. Il serait surtout savamment orchestré et entretenu par des conducteurs de taxi ou de bus indélicats. Ces derniers auraient eu depuis quelque temps la malice de découper les tronçons imaginaires afin de faire payer aux passagers 2 ou 3 fois le transport normal. Une pratique source de disputes et parfois même de bagarres dans les rues de Conakry. Illustration sur l'axe Madina-Kaloum où s'est rendu Mfali Guilavogui. Reportage. À la place de 1500 francs guinéens, le tarif normal, certains passagers de l'axe routier Madina Kaloum via Koléa déboursent 3000 francs guinéens. Au lieu du tronçon de Madina en ville pour 1500 francs, il essaie de doubler le transport à 3000 francs. Par défaut, certains préfèrent de se limiter d'ici Koléa à 1500 francs, encore aussi prendre à nouveau des passagers de Koléa aussi en ville à 3000 francs. Parce que la preuve concrète est que je suis venu embarquer mon ami. Difficile de voir le taxi qui part de là jusqu'en ville. Donc il sera obligé d'arriver à Koléa payer une deuxième 1500 francs pour y arriver à destination. Une sorte d'arnaque savamment orchestrée par des conducteurs virés de taxi. Une astuce qui se passe de tout commentaire sur cette corniche très convoitée pour allier le centre-ville. Sur le tronçon, en fait, ici jusqu'au Koléa, on paye 1500. Mais le véhicule qui garde devant là, en ville, là-bas, c'est 2000 francs.
Et puis le tronçon aussi va nous limiter quelque part. Après, ils vont continuer. Madina jusqu'à Colère, c'est 1500. Et il y a d'autres chauffeurs aussi qui prennent de Madina jusqu'en ville 3000 francs. C'est pas tous les chauffeurs qui font ça. Ils doivent diminuer le prix parce que c'est pas normal. Les 3000 là ne sont pas les prix exacts. Normalement c'est 1500 de Madina jusqu'en ville. Des affirmations réfutées par ce conducteur assis derrière son volant. Le passager plus bagage, c'est 3000 francs guinéens, le passager 1500 francs guinéens. C'est partout qu'on a crise. Le syndicat des transporteurs de ce tronçon donne sa version des faits. Le tarif normal est 1500 francs guinéens. Mais quand tu viens avec des bagages, tu payes 3000 francs guinéens parce que quand les chauffeurs font perdre des bagages, on leur demande de payer. C'est pour ça que les À l'image du tronçon Madina Kaloum via Kolea, les tarifs normaux seraient quotidiennement doublés, voire triplés par certains conducteurs de Conakry. Une pratique récurrente, source de disputes et de bagarres entre conducteurs de taxi et passagers. Des gestes de générosité dans la perspective du mois saint de Ramadan. Et dans ce registre, j'allais dire, le royaume saoudien n'est pas en reste. Il vient d'offrir 5000 carcasses de moutons destinées en grande partie aux plus démunis guinéens, mais aussi dans une moindre proportion à la République du Ghana. Mohamed Malik Diallo nous en dit plus. La Guinée bénéficie une fois de plus de la générosité du roi Abdel Aziz Ibn al-Saoud. En effet, les autorités guinéennes ont reçu ce mardi 5000 carcasses de moutons provenant du royaume saoudien et repartis dans 4530 cartons, dont 350 sont destinés à la République sœur du Ghana. C'est le cadeau d'Arabie Saoudite pour le gouvernement saoudien, c'est pour les Hadi et les Adha. Comme chaque année, c'est à peu près 5000 carcasses. Et de suite, l'année prochaine, elle peut augmenter plus de 5. Un don qui s'inscrit dans la droite ligne du raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la République de Guinée et le royaume saoudien. Je dis que c'est un signe de renforcement de liens de coopération avec le royaume. Et c'est une tradition qui est devenue aujourd'hui très sacrée dans notre pays. Et chaque année, la Guinée a toujours bénéficié de cette assistance pour la couche démunie, la couche déshéritée. Cette action du roi saoudien à l'approche du mois saint de Ramadan vise à permettre aux populations déshéritées de mieux faire face à la période de soudure. Ce don, il est destiné aux personnes vulnérables, aux personnes démunies, alors aux personnes âgées, et je pense que les ayants droit rentreront en possession de leur dû. Ce geste humanitaire vient ainsi s'ajouter aux nombreuses réalisations du Royaume d'Arabie Saoudite dans les secteurs clés que sont l'éducation, la santé ou encore les infrastructures, pour ne citer que ceux-ci. Un carrefour maintenant, celui de Hamdalaï qui, dans l'après-midi, se transforme en un marché à ciel ouvert. Des femmes et des jeunes y vendent pour gagner leur petit pain. Plusieurs articles de bonne qualité y sont également vendus. Marie-Sheila Fofana s'est rendue sur place. Voici son reportage. Le rond-point de Hamdalaï, bruyant de monde, est de nos jours convoité pour autre chose. Pendant une bonne partie de la journée, ce grand carrefour ressemble à tous les autres de la capitale. Mais aux environs de 17 h, le rond-point de Hamdalaï se transforme en un marché de friperie à ciel ouvert. Des femmes et des jeunes viennent y vendre pour, selon eux, subvenir à leurs besoins. Nana mun be so azi ba madina ina fula ga madina ga sare matina plus fena da toro mana ya market mere wona e bara to mu do be fa mu ga dia to ma be c'est mon abi problème. Des habits, chaussures et autres articles y sont vendus. Les clients qui visitent ce marché un peu spécial se disent satisfaits non seulement par la qualité des articles, mais aussi par la proximité et le prix qui leur semble abordable. Mon taille donc a fait le matin que mon mali m'a bien parce que ça me regarde bien. Il s'apprête à aller ma salle de panier mon préféré mon affaire parce que bien ma quoi la bonne. Ce marché qui semble satisfaire les vendeurs et acheteurs qui le fréquentent tend cependant vers une disparition imminente, ce au profit des travaux d'entretien courant des voiries urbaines de Conakry et de l'intérieur du pays. On
En Turquie, la mobilisation ne se dément pas, mais elle a changé de forme. Un artiste a décidé de contourner la répression. Il se tient seul sans bouger place Taksim, épicentre de la contestation à Istanbul. Un homme à l'arrêt, un homme debout qui est vite devenu un héros des réseaux sociaux. Suivez. La nuit tombée, un homme arrive place Taksim, puis s'immobilise. Droit, le regard fixe, il se tient dans cette position de contestation pendant des heures. Tout rassemblement est interdit sur cette place symbolique, alors ce jeune chorégraphe a décidé de protester pacifiquement et silencieusement. Face à lui, le portrait d'Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. Rapidement, la nouvelle fuse sur les réseaux sociaux et la méthode fait des émules, mais au bout d'un moment, la police intervient et disperse la foule. Au petit matin, les hommes en uniforme ont repris tranquillement leur place. Les équipes de nettoyage savent faire. Mais cette vie quotidienne qui reprend ne veut pas dire que la colère est éteinte. À la une des journaux, est-ce là votre justice? N'avez-vous pas honte? Car même si tous les Turcs ne partagent pas les convictions des manifestants, les méthodes du pouvoir peuvent faire polémique. Ils appellent les manifestants des provocateurs, mais je pense que le gouvernement et le Premier ministre sont eux les plus grands provocateurs. Ils ne voient pas ce que ces gens cherchent, ils ne les comprennent pas. Un des ministres a dit, si vous allez à Taksim, on vous considérera comme un terroriste. Cela va trop loin, vous savez. Les manifestants voulaient trouver une nouvelle forme de contestation pour éviter les canons à eau et contourner les interdits. Dans la matinée, quelques protestataires sont revenus près du parc Gezi. Même position figée, même silence. Difficile de les appeler terroristes ou provocateurs. Kaboul reprend la main, c'est officiel, l'Afghanistan a pris le relais de l'OTAN. Les forces afghanes sont désormais pleinement responsables de la sécurité du pays. Transfert de responsabilité qui s'effectue au moment de l'ouverture des négociations avec les insurgés talibans. Mais la violence persistante ne permet pas encore de croire à une avancée vers la paix. Reportage. Hamid Karzai a le sourire des beaux jours. Devant une assemblée remplie de dignitaires et de chefs de tribus, il annonce avec fierté la dernière phase de la transition militaire dans son pays. À partir de demain, toute la sécurité du pays sera assurée par nos propres forces de défense. J'annonce à mes compatriotes que dans les prochains mois, la 5e et dernière partie de la transition militaire sera achevée. En proie à une guerre civile depuis plus de 30 ans et une chasse au terrorisme sans répit, l'Afghanistan rêve de retrouver sa quiétude. Mais l'avenir du pays passe avant tout par la réconciliation nationale avec les talibans, des talibans redevenus fréquentables, invités à la table des négociations au Qatar, où ils ont même ouvert un bureau politique. Notre Haut Conseil de la paix a voyagé au Qatar pour discuter de la paix avec les talibans. Mais nous espérons que nos frères talibans comprendront que les pourparlers de paix devront se dérouler à l'avenir sur notre propre sol, pour fortifier la paix en Afghanistan. Après plus de 10 ans d'occupation militaire occidentale, les Afghans reprennent enfin le contrôle de leur territoire. Le transfert d'autorité progressif, entamé en juillet 2011, a été long, le temps nécessaire pour finir de pacifier le pays et d'entraîner les forces afghanes, désormais prêtes à prendre le relais, alors que les derniers contingents de soldats de l'OTAN sont sur le départ. Aucune force militaire ne peut garantir la sécurité sans la collaboration des gens sur le terrain. Partout dans les coins les plus reculés, la transition n'a pu se faire que grâce au soutien des populations. Mais l'euphorie aura été de courte durée. Au moment où l'OTAN se retire, un attentat suicide a fait 3 morts à Kaboul. L'attaque visait un proche du président Karzai, un signal pour rappeler que le chemin de la réconciliation sera encore long. Sport pour boucler cette édition. Chers jeunes, la consolidation du tissu social passe par nous. Tel est le slogan d'un tournoi de football initié par la FEMOPIP, Fédération des mouvements pour la préservation des idéaux du peuple. Une action qui vise à matérialiser l'esprit démocratique et la réconciliation nationale chez les jeunes de la commune de Ratouma. L'affiche de la finale a opposé le week-end dernier au stade communal de Ratouma le FC TED Africa de Taouia au FC Alain de Nongo. Compte rendu Oumar Diaby.
La FEMOPIP est une ONG qui s'est engagée dans la promotion de la paix et de l'unité nationale en Guinée. Le renforcement des liens d'amitié entre les jeunes de la commune de Ratoma, souvent victimes de manipulations politiques. Après plus de 2 semaines de compétition, la finale a opposé l'équipe de Terre d'Afrique à son homologue de FC Alain sous le haut patronage de quelques membres du gouvernement. Nous sommes très fiers, très contents. Nous remercions les organisateurs de ce tournoi. Nous sommes venus assister à cette grande finale qui est le trophée dédié sur la réconciliation nationale. Vous savez, comme tout ce qui s'est passé depuis le 23 du mois passé, nous remercions aujourd'hui le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui est en train de mettre tout en place, accepter tout, vraiment pour que la paix revienne dans notre pays aujourd'hui. Je les félicite, je les encourage. Je disais tantôt qu'on a besoin de paix pour assurer un développement durable à notre pays. On a besoin de paix pour assurer une vie paisible à toute notre population. Il faut suivre l'exemple des jeunes de Ratoma. Je pense que c'est une première. Je vois ici toutes les ethnies regroupées. Je vois la jeunesse guinéenne dans son entièreté. Tous épris de paix. Et je pense que c'est une excellente initiative qu'il faut perpétuer. Dans cette finale pleine de suspense, les deux équipes ne se départageront que dans la séance des tirs au but qui a vu l'équipe de Terre d'Afrique s'adjuger du trophée. Une démonstration des majorettes et quelques grands comédiens de la capitale ont baissé les rideaux de la cérémonie qui ne sera pas la dernière selon les organisateurs. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention et excellente suite de programmes en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupevivationguinée.info. Bonsoir.